Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, bien entendu, et vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser aux voyages d'affaires. Évidemment, le Covid et le télétravail ont impacté ces voyages d'affaires. On fait le point dans quelques instants avec un expert. Dans Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle, eh bien, comment réengager les collaborateurs. On parlera de la communication interne dans l'entreprise. C'est le thème choisi par Jérémy Cléda, il est avec moi et on en parle dans quelques instants. Dans le cercle RH, on va parler retraite. Oui, parce qu'on a une carrière, on travaille et puis un jour, on part à la retraite. C'est souvent un casse-tête pour les salariés. Ça sera une émission mode d'emploi avec toutes les questions que vous vous posez, bien entendu. On pourra y répondre avec des experts. Ils seront avec nous sur ce plateau. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, comment répondre parfois à des CV qui ne veulent rien dire. Amélie Favre-Guittet va tout nous expliquer. Décryptage à la fin de notre émission. Mais d'abord, tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job. Alors, on a beaucoup parlé du télétravail, du confinement. Il y a des conséquences positives et des conséquences négatives, notamment sur les voyages d'affaires, parce que les aéroports, évidemment, pendant des mois, ont été à l'arrêt. Donc, plus possibilité eh bien, pour ces cadres qui voyagent beaucoup de se déplacer. On en parle avec notre expert, Pierre-Emmanuel Tétas. Bonjour Pierre-Emmanuel. Vous êtes directeur général MIS, c'est-à-dire la zone Europe, Middle East et Africa chez SAP Concur. On est très très heureux de vous accueillir. D'abord, d'un mot général, parce qu'on va revenir sur votre étude qui est extrêmement détaillée. Vous avez sondé les cœurs des cadres sur leurs déplacements, sur leurs inquiétudes. C'est une baisse de combien en termes d'activité de transport d'affaires ? Moi, je dirais le voyage d'affaires est pas très différent du grand tourisme. Et effectivement, on a vu quand même des baisses de volume extrêmement spectaculaires. Donc, on a été, je dirais, dans les moments les plus difficiles, peut-être aux ordres de 10% de là où on était l'année dernière. Si on essaie de comparer je dirais, un mois pendant la pandémie en 2020 par rapport à la même période en 2019, il y a un rapport de 1 à 10 qui est quelque chose qu'on a pu voir au travers des déplacements et de l'industrie en général. Donc c'est une baisse d'activité évidemment très très importante qui a des incidences. Vous avez choisi de faire une étude. Quel était l'objectif de votre étude ? C'était quoi ? C'était de diagnostiquer l'état d'esprit de ces cadres voyageurs ? En fait, l'objectif était double. C'est d'abord d'interroger effectivement les travel managers, donc qui sont nos interlocuteurs, qui utilisent nos outils et nos solutions pour un petit peu comprendre quelles étaient les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés et je dirais les problématiques qu'ils avaient dû résoudre face dans le cadre de gestion des voyages d'affaires durant cette pandémie. Donc c'était l'aspect, je dirais, travel manager, mais aussi les voyageurs d'affaires. En fait, en quoi leur perception avait évolué et en quoi la relation, je dirais, de l'employé par rapport au voyage d'affaires avait été modifiée par effectivement les incidents qu'on vient de traverser et que l'on connaît encore. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans votre étude. Il y a d'abord une inquiétude de ces cadres voyageurs qui sont inquiets pour leur personne et pour leur famille lorsqu'elles prennent l'avion. On découvre dans l'étude un autre élément important, c'est que c'est pas en montant dans l'avion qu'elles craignent pour leur santé, c'est en étant dans l'avion et en sortant. Ça, c'est très intéressant. Donc le danger n'est pas chez eux, mais il est chez les autres. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'était une des surprises. Je crois que le message général, c'est effectivement que je dirais l'appréhension du voyage d'affaires et la peur qui pouvait éventuellement en résulter a augmenté de façon quand même assez significative. Et comme vous soulignez, effectivement, la grande appréhension donc du voyageur d'affaires, c'est effectivement de tomber malade pendant le déplacement, et le cas échéant, éventuellement, à son retour, de contaminer ses proches. Donc c'est sûr que ça a quand même modifier la perception et je dirais la pratique du voyage d'affaires de façon extrêmement significative. Et puis Pierre-Emmanuel, une chose intéressante là aussi, c'est de l'ordre un peu de la psychologie, c'est la notion de responsabilité, parce qu'il y a un vrai débat. Qui est responsable ? Est-ce vous, les citoyens, qui devez prendre en charge votre propre santé, l'entreprise ou l'État ? Là, c'est intéressant, vos cadres voyageurs qui sont interrogés, c'est à 39%, c'est le chiffre le plus important, ils se tiennent responsables eux-mêmes
des risques de contamination ou d'être contaminés. À 18%, ils tiennent leur employeur responsable. Il y en a quand même 13% qui considèrent que c'est au gouvernement de faire le boulot et que finalement, voilà. Comment vous regardez cette réponse ? C'est assez intriguant parce qu'il y a quand même 18 et 13% de personnes qui considèrent que, c'est les autres qui doivent les aider. Oui, alors, je dirais, dans le cadre des voyages professionnels, il faut quand même pas perdre de vue qu'effectivement, l'employeur a une responsabilité, il l'a toujours eu, hein, donc effectivement, il y a une notion de responsabilité, et donc il est du devoir de l'employeur d'assurer, encore une fois, la sécurité, la sûreté, et de procurer à ces voyageurs d'affaires les bons outils et de leur permettre de voyager dans de bonnes conditions. Ça a toujours été le cas, et je dirais, ça n'a pas disparu avec le Covid, ça a fait qu'être renforcé. Je pense qu'effectivement, ce qui a été un petit peu différent avec le Covid, au-delà de l'ampleur, je dirais, des difficultés auxquelles on a été confronté, c'est effectivement que les travel managers se sont retrouvés dans des situations où, en fonction de l'endroit où étaient leurs voyageurs, des pays dans lesquels ils envisageaient d'aller, on se retrouvait un peu devant une espèce de vide, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément, je dirais, de consignes gouvernementales extrêmement claires, et donc ils se sont un petit peu trouver je dirais au dos au mur et à devoir prendre effectivement des décisions, des responsabilités, parfois en l'absence de directives gouvernementales. Mais quand on discute avec nos clients, je dirais globalement, effectivement, on a plutôt, enfin je dirais les entreprises ont plutôt eu tendance à anticiper et à appliquer des principes de précaution extrêmement tôt et je dirais à réduire la voilure, et il n'y a qu'à voir toutes les annonces qu'il y a pu y avoir dès le début mars, en fait dès la fin février, début mars 2020, où des grands groupes ont annoncé qu'ils reportaient les voyages d'affaires, qu'ils annulaient tous les déplacements, qu'ils annulaient les congrès. C'est allé très 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 vite, donc je crois que effectivement les entreprises ont quand même globalement réagi extrêmement rapidement et de façon très responsable, parce que encore une fois, le voyage d'affaires s'est fait dans l'intérêt du développement de l'entreprise, et donc il y a cette notion de responsabilité de l'employeur qui est quand même extrêmement importante. Pour ne pas dire d'une manière radicale, hein, parce que certains, on le voit dans votre étude, il y a quand même deux générations, la génération Y qui est plutôt enthousiaste à l'idée de voyager, et puis il y a ceux qui sont plus âgés, qui sont peut-être plus prudents, plus expérimentés, qui disent après tout, on va se plier à cette règle, on ne voyagera pas. Les jeunes, il reste l'enthousiasme de se dire, oui, moi je suis très heureux quand je reprends l'avion et que je voyage, je suis content. Effectivement, on a je dirais des écarts de perception qui sont extrêmement marqués, et c'est vrai que je dirais aujourd'hui, alors on le vit aussi chez SAP, hein, les gens regrettent le moment où ils pouvaient se déplacer, voir, je dirais, et voir leurs collègues ou leurs clients, je dirais en face à face. Donc il y a effectivement cet aspect générationnel qui ressort bien au travers de l'étude et qui je trouve extrêmement intéressant. Et puis avant de nous quitter, il y a quand même là aussi 30% et 32% dans je dirais l'échelle des émotions. Il y a 30% qui vivent une anxiété, donc c'est un mot très fort, ils ont peur. Ouais. Il y a 32% des personnes interrogées qui sont toujours, malgré le contexte sanitaire, dans l'enthousiasme. C'est intéressant. Effectivement, mais je crois que ça reflète aussi bien ce qu'on retrouve au niveau je dirais quelque part des sondages d'opinion ou des pratiques, où effectivement on va dire des groupes qui, en fonction de leur âge ou de leurs habitudes de voyage, réagissent un petit peu différemment. Je crois qu'un des enseignements aussi, c'est que effectivement à l'avenir, on voyagera plus forcément comme c'était le cas auparavant, et on voit bien que cette je dirais crise du Covid, appelons-la comme ça, elle a profondément, je dirais, modifier d'un côté les attentes du voyageur d'affaires, mais aussi effectivement leurs exigences, je dirais en matière relative à la façon dont ils voyageront dans le futur. Donc effectivement, il y a eu une réaction instantanée pendant la crise, mais on pense que ça va modifier de façon extrêmement durable la façon dont les voyageurs d'affaires vont se comporter à l'avenir, et dont les entreprises devront également modifier leur politique de voyage. Il faut s'adapter parce qu'il y a une notion presque, je ne dirais pas d'irrémédiable, mais pas loin, autour de cette transformation du rapport au voyage d'affaires, parce que le voyage restera toujours un élément clé de la vie des hommes. Merci. Absolument, et vous utilisez le mot durable, je pense que ça sera le mot-clé pour le voyage d'affaires dans les prochaines années. À quand l'avion électrique hydrogène, c'est en étude. Merci Pierre-Emmanuel Tétas, directeur général MIA pour le groupe SAP Concur, et cette étude intéressante à découvrir sur votre site sur le rapport et la perception au voyage. Working Progress, c'est tout de suite, c'est avec les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est là, il a mis son pull avec son cœur, c'est très important. J'adore, c'est le pull de début de semaine. J'aime ce pull, je ne lui ai pas encore dit parce que c'est important de se dire des choses en plateau, mais j'aime ce pull. Voilà, il donne un petit touch. On va parler justement du réengagement des collaborateurs, c'est intéressant. Dans une période un peu morose où on est en visio, on est à distance, comment on réengage les collaborateurs? La communication interne. Et on en parle avec votre invité, Jérémy. Oui, tout à fait. La communication interne, c'est un sujet récurrent, pas seulement en période de crise, mais on sait à quel point il est primordial en ce moment. C'est une notion qui est un peu complexe, parce que quand il faut à la fois manier la motivation et en même temps être transparent, être réaliste sur ce qui se passe, parfois c'est un peu un jeu d'équilibriste. On va en parler ce matin. Olivier Bas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Havas Paris et justement vous êtes expert sur ces sujets de communication interne et de conduite du changement. Oui, transfo, oui. Ces dernières semaines, on a l'impression, peut-être parce que c'est le fruit aussi des mois qui passent, que la communication interne, c'est devenu le sujet numéro 1 des entreprises. Pourquoi, selon vous, c'est le cas et c'est maintenant? Alors, oui, c'est le sujet numéro 1 et c'est le cas pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut savoir que dans des périodes comme ça, on a notre limbique, siège de nos émotions, qui fait une OPA sur notre cortex. Et donc, on est tous soumis à des biais émotionnels qui fait que nous confondons ce que nous ressentons avec la réalité. Et donc, les boîtes sont face à des situations où il y a un climat émotionnel qui se dégrade, très négatif, parce que les gens confondent le risque avéré et le sentiment de danger. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est la fameuse formule des 3 I, incertitude, inquiétude, immobilisme. On est face à une incertitude économique qui crée de l'inquiétude et qui génère de l'immobilisme au sein des équipes. Les gens sont un peu comme les lapins pris dans les phares et ils n'osent plus avancer au moment même où il faut réengager les équipes. Justement, l'immobilisme, c'est clairement pas ce qu'attendent les entreprises. Non. Alors comment on fait, mettons-nous à la place d'un dirigeant qui doit à la fois être quand même réaliste sur la situation, parce que s'il est trop optimiste, ça ne sera pas en phase avec, je sais pas moi, le fait que les salaires ne vont pas augmenter, qu'on ne va pas le croire. Et en même temps, de donner l'envie et peut-être de faire un peu l'extra mail, vous savez, dont on parle ces prochaines semaines. Comment on fait pour manier un peu ces deux aspects? Alors vous avez utilisé le mot donner envie. C'était le sujet de mon premier bouquin, qui s'appelait L'envie, une stratégie. Il y a 2 conditions, là je parle vraiment des dirigeants, qui sont essentielles. La première, c'est ce que j'appelle les énoncés performatifs. Il ne faut jamais oublier que les mots sont des actes en devenir. Et donc la manière dont vous parlez génère ou pas de l'engagement. Et je vais vous prendre un exemple. Si vous dites « nous allons essayer de nous adapter » ou si vous dites « nous allons réussir », c'est très différent. la performance est différente. Imaginez que vous disiez « ne soyons pas inquiets, nous allons essayer d'affronter ce risque ». Je suis déjà inquiet. Là, il n'y a plus personne dans la salle. Il y a une négation déjà, il y a le pas, il y a la négation, il y a des mots barbelés, il y a le fait de dire « ne soyons pas inquiets », les gens disent « pourquoi on a des raisons d'être inquiets ». Alors, c'est ça. Alors si on dit « soyons confiants », nous allons réussir parce que nous avons déjà relevé de tels défis. Voilà. Donc ça, c'est les énoncés performatifs. Et c'est très important dans ces périodes-là. Et puis il y a la deuxième chose, qui est les fameux 3P. C'est un concept que j'ai inventé. Projet, profit, progrès. Et en fait, dans ces périodes-là, on mélange l'ordre des choses. Parce que la focale devient très très courte. On est centré sur les trimestriels. On a perdu des parts de marché, on a perdu en compétitivité, il faut faire les résultats, donc on est sur du temps court et du chiffre. Et quand on rencontre des gens, on leur dit combien ça va. Alors qu'il faut redonner du temps long. Et le temps long, c'est un triptyque très simple. Les entreprises, dans ces périodes-là, doivent réaffirmer qu'elles ne sont pas là pour faire du profit. Paradoxe, permettez-moi. Complètement. Ouais. Elles sont là pour faire du progrès technologique, progrès économique, progrès social, progrès environnemental. Pour faire du progrès, il faut un projet. Et il se passe un truc extraordinaire, c'est que si elles ont un projet qui fait du progrès, elles feront du profit, qui sera la condition de financement du projet. Et les gens sont embarqués dans un projet qui fait sens. C'est-à-dire que dans ces périodes-là... Le profit n'est pas un projet. Voilà, le profit n'est pas un projet. D'accord. Et il faut réaffirmer le temps long. Il faut que les patrons parlent de ce qui va se passer dans 3 ans. Parce que j'ai une bonne nouvelle à annoncer, là. Je ne sais pas si vous savez, mais on va sortir de la crise sanitaire, on va sortir de la crise économique, et ça va repartir. Et ça, c'est une certitude absolue. Mais ça, par exemple, on peut comprendre qu'un dirigeant, d'ailleurs, il peut avoir un coach, un mentor pour l'aider dans cette communication, il peut y arriver. Et qu'est-ce qu'on fait alors de tous ces managers qui sont un peu pris entre deux feux,
et qui eux, peut-être d'ailleurs n'ont pas forcément la chance d'être coachés, d'avoir toute cette dialectique en fait qui se crée pour eux. Comment aussi on fait les aider? Eux vous parliez du trimestre. Les managers, ils sont dans le trimestre. Ils sont un peu à l'hebdomadaire même. Ils sont un peu à le trimestre. Comment on fait pour gérer ça? Je dis souvent, on mélange deux choses. L'ambition, c'est l'expression d'une volonté de réussir, et la pression, qui est plus exactement l'expression d'une peur d'échouer. Donc, si on fout de la pression aux managers, ce qu'on leur transmet, c'est la peur d'échouer, qu'ils vont transmettre à leurs équipes. Et on se retrouve dans cette spirale où on atteint ce que le psychological safety que nomme ainsi Google, qui font que les équipes sont terrorisées. Donc ça, c'est la première chose. Foutons-leur la paix. Arrêtons de leur foutre une pression, faisons-leur confiance. D'autant plus que dans la période de confinement absolu, ils se sont assez bien démerdés de la situation. Donc ça, c'est un premier sujet. La deuxième, moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut faire communauté. Et là, les outils digitaux sont une fantastique ressource pour créer des communautés managériales. Chez Orange, qui est une entreprise que j'accompagne, par exemple, ils ont une communauté managériale. Il y a 5000 managers qui sont connectés via un outil qui s'appelle Plaza. Et ces gens-là parlent entre eux, échangent des bonnes pratiques. On est sur une espèce de verticalité. Parce que dans ces périodes-là, vous savez, il y a le triptyque des 3 P. Le pair, l'expert et le pair. Pair, P-E-R-E, le pair qui parle, la direction générale. L'expert qui me raconte comment il faut faire, et le pair, P-A-I-R, qui est dans la même situation que moi. Normalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Dans ces périodes-là, il faut inverser. Il faut que le discours du pair, celui qui est dans la même situation que moi et qui, du coup, prenne la place. Et ça doit être 60% du discours dans ces communautés qui sont rassure, ça aide. Justement, dans les entreprises que vous accompagnez, que vous suivez, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, vous pouvez parler de celle d'Orange, et peut-être d'autres à mettre à profit, à partager aux entreprises en ce moment? Oui. Alors, première chose, moi, je voudrais dire que le digital, c'est un truc fantastique dans cette période-là. On mélange l'usage et l'outil. Vous savez, vous prenez un marteau, si vous voulez bricoler le dimanche, c'est fantastique. Si vous l'utilisez pour ouvrir le crâne de votre voisin en deux, c'est une horreur. Et donc, le digital, c'est la même chose. Donc, faisons bon usage du digital, et ça permet de faire plein de choses. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, sur une entreprise qu'on accompagne, qui s'appelle Veolia, qui est un peu dans l'actualité en ce moment, pour différentes raisons. On a mis en place une solution digitale fantastique, qui est une solution de prescription positive entre les collaborateurs eux-mêmes. Je m'explique. Ils ont un projet stratégique qui s'appelle Impact, et ils veulent mettre à l'honneur tous ceux dans l'entreprise qui, au quotidien, travaillent pour cette transformation positive. Et donc, c'est un système de messaging vidéo. Prenez une petite vidéo sur votre smartphone en disant, moi, je voudrais parler de Hubert qui travaille à côté de moi, et tous les jours, il fait un truc fantastique, et voilà. Valorise aussi l'action. Et lui-même, Hubert le reçoit, et il met à l'honneur quelques trucs. Et on a une chaîne comme ça de parrainage de mise à l'honneur qui crée une espèce d'engagement collectif. Le Bucket Challenge, mais de l'impact en entreprise. Exactement. Donc voilà un exemple. Dernière chose sur les managers, moi je travaille beaucoup sur comment on manage à distance. Et là on a un sujet qui est il faut absolument aider les managers à faire ce qu'il faut faire quand on est en Teams, par exemple. Toutes les caméras sont ouvertes, parce qu'il faut voir la tête des gens. C'est là qu'on voit s'ils sont en train de basculer dans les yeux, etc. Enfin voilà, il y a plein de techniques qui peuvent les aider. Juste d'un mot, le télétravail, parce qu'il y a eu un reflux du télétravail sur le deuxième confinement. Vous le portez? C'est un message que vous portez? Vous dites, moi il faut l'accompagner, ce télétravail, j'y crois, ce télétravail. Moi j'y crois d'autant plus que de toute façon ça va devenir la norme. Non mais c'est important, parce qu'il y a des invités sur ce plateau qui disent l'inverse, vous voyez, qui disent, attendez, on va revenir en arrière, on va repartir à l'ancienne. Non, on va pas repartir à l'ancienne. 1, parce que les jeunes générations n'en veulent pas. 2, parce que c'est pas bon pour la planète. 3, parce que l'empreinte immobilière des entreprises va réduire, donc c'est moins d'argent, donc financièrement c'est plus intéressant. Je vais vous faire une palanquée d'éléments positifs, qui font que, donc on ne va pas y revenir. La vraie question, c'est le bon équilibre, parce qu'il faut maintenir le collectif et le lien. Donc ça ne sera pas du tout télétravail, mais on a mélangé confinement et télétravail. Ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Confinement, ça veut dire télétravail dans de mauvaises conditions. Dégradé, comme on l'a dégradé. Le dégradé. Télétravail, c'est autre chose. Et justement, parce qu'on en parle souvent ici, la communication interne, c'est un peu lié quand même à la culture d'entreprise, et on l'a beaucoup associé à un lieu physique. Ce lieu, il n'existe plus. Comment, selon vous, du coup, cette communication interne, elle va avoir lieu où? Là, par exemple, d'ailleurs, on va en parler après, on reparle de réseaux sociaux d'entreprise, on reparle d'intranet, messagerie instantanée, on parle que ça. Ça aussi, c'est à l'ancienne, d'ailleurs. Est-ce que aussi c'est le retour, peut-être qu'il n'était pas parti, mais est-ce que c'est le retour de ce genre d'outils? Oui, moi j'en suis convaincu, oui, mais là encore, avec une idée de rite et de rythme. Ça c'est très important, c'est-à-dire il faut quand même des moments où on se rassemble, à un moment même à distance, parce qu'à un moment donné, je me sens plus appartenir à ce collectif qui est à la fois protecteur
et j'en ai besoin, et en même temps qui me donne envie de m'engager dans un projet. Merci Olivier Bas, c'était un plaisir de vous accueillir, d'écouter cette analyse globale. Vous reviendrez peut-être sur le... volontiers, pour la sortie de mon 3e bouquin qui va s'appeler « Connard malgré nous ». C'est bon ça. Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Ça sort en début d'année, chez Dune. Vous venez nous présenter, on a une rubrique le livre de Smart Job. Vous êtes le bienvenu, en plus le titre est accrocheur. Merci. Merci Olivier d'être venu. La suite de nos programmes, c'est Travailler demain. On reste dans cet esprit, évidemment, Jérémy l'évoquait, réengagé, mais comment ? Avec des outils, vous allez le voir. On reste, Jérémy, dans le même esprit, puisque vous faisiez, le teasing de cette séquence qui arrivait sur des nouveaux outils ou d'anciens outils qu'on remet au goût du jour pour créer cette dynamique, cet engagement à l'intérieur de l'entreprise. Oui, en tout cas des outils qui s'avèrent absolument indispensables, en particulier quand maintenant vous avez des entreprises entières dont les équipes sont plus au bureau. On va en parler avec Philippe Pinault, bonjour. Bonjour. Vous avez confondé TalkSpirit, et justement c'est un réseau social d'entreprise, et d'ailleurs on le voit, vous allez nous présenter ça, mais dans toutes ses fonctionnalités, ça répond notamment à cet enjeu de management et de collaboration à distance. C'est pas un projet de jeune. Vous, ce sujet, vous l'abordez depuis pas mal de temps déjà. Pour revenir dessus, quelle était l'idée d'origine ? Mais en fait, les réseaux sociaux ont été le prolongement des blogs. Et j'ai créé Blog Spirit en 2003, au tout début de ce qu'a été cette vague du Web 2.0. Et donc, depuis 10 ans, effectivement, nous développons des réseaux sociaux d'entreprise pour accompagner finalement les entreprises dans cette transformation des modes de travail, avec cette nécessité de créer plus de cohésion, de renforcer le sentiment d'appartenance, de réunir tout le monde autour d'une même table digitale pour finalement faciliter la circulation de l'information. Et puis, plus récemment, on l'a vu, développer le travail collaboratif qui est venu en fait plus récemment comme un des usages finalement de ces réseaux sociaux d'entreprise. Alors là, on a l'impression depuis plusieurs mois que c'est le nouvel Eldorado. D'ailleurs, on voit plein d'entreprises lever beaucoup d'argent, se développer beaucoup sur ces créneaux-là. Est-ce que vous, du coup, vous avez un historique précurseur, extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des nouveaux usages qui se sont développés cette année par rapport à ce que vous pouvez constater chez vos clients les années passées ? Oui, très clairement. En fait, je pense qu'au démarrage, les réseaux sociaux d'entreprise n'ont pas été compris. Ils étaient souvent assimilés comme des lieux de bavardage, de discussion un peu éloignés en fait du travail. Et puis on se disait ça marche pas, j'ai du travail en fait. Et le travail il était souvent sur la boîte email. J'ai pas que ça à faire quoi. J'ai pas que ça à faire, voilà. Et on a vu en fait que les réseaux sociaux aujourd'hui se sont beaucoup développés sur cet usage du travail collaboratif. Alors souvent en concurrence avec d'autres applications de type chat ou alors avec d'autres outils de gestion de projet. En fait, ce que recherchent les utilisateurs, c'est une expérience beaucoup plus simple dans la façon de travailler. Mais concrètement, c'est comment tu te débrouilles, comment tu as réussi à régler ça. Exactement. Et là, dans la communication instantanée, mais donc les utilisateurs recherchent une expérience simple de travail à la fois au niveau de leur équipe, mais aussi au niveau et à l'échelle de l'organisation. Et c'est là où les réseaux sociaux sont intéressants parce que c'est l'une des rares applications qui réunit tout le monde dans une organisation. C'est pas simplement l'équipe, c'est toute l'entreprise qui peut se retrouver connectée au même endroit, au même moment, pour partager de l'information et travailler ensemble différemment. Et qu'est-ce qu'ils y recherchent alors, particulièrement en ce moment ? Est-ce que c'est l'information descendante de l'entreprise ? On a besoin d'être informé ? Ou est-ce que c'est plus, on en parlait de pair à pair, d'avoir ce sentiment, ce lien de socialisation ? Qu'est-ce qui se passe dans le board ou qu'est-ce qui se passe Là où les réseaux sociaux sont extrêmement intéressants, c'est qu'ils permettent une diffusion dans toute l'organisation, à la fois descendante, transversale, remontante également. J'ai un exemple d'une entreprise que nous avons lancée pendant le premier confinement. C'est l'entreprise Jouve, 1 millier de collaborateurs dans les services numériques. Ils ont lancé au démarrage en fait de cette première vague. Ça a été un formidable outil pour partager, diffuser de l'information, permettre aux dirigeants de faire des lives à l'ensemble de son entreprise de façon extrêmement simple pour pouvoir donc partager du contenu, de l'information. Dirigé par Thibault Langsat, si Absolument. Et justement, alors on voit l'intérêt pour l'entreprise. Comment aussi on peut faire en sorte que ce qu'on parlait de communication interne en amont, c'était notre sujet. On voit quand même de plus en plus cette communication interne, elle est portée par les salariés. Le message des salariés devient de plus en plus fort par rapport à ceux des dirigeants. Oui. Comment on fait aussi pour que les collaborateurs prennent aussi en charge l'outil et qu'ils le fassent le leur ? Mais je crois que ce qui est important, effectivement, nous sommes tous des émetteurs de contenu et le réseau social donne une voix en fait à chaque collaborateur dans l'entreprise. C'est ça aussi la nouveauté avec ces plateformes, même si elles sont plus tout à fait, je dirais, récentes. Je pense que ce qui est important pour réussir le démarrage d'un projet, c'est de mettre du sens en fait sur ces projets, de mettre
de l'utile, des contenus qui apportent un vrai plus dans ce qu'est le travail au quotidien de ses collaborateurs. Tout à l'heure, Et également d'amener quand même des décisions sur quel type d'outils nous utilisons pour quel type d'usage. Parce que ce qui crée souvent des démarrages un peu ratés, c'est la confusion qui peut exister entre est-ce que j'utilise le chat, le réseau social, le mail. Il y a trop d'outils. Et donc, il est important à un moment de venir poser des règles claires sur, bien, pour ce type d'usage, on va communiquer sur le réseau social. Puis vous avez un outil qui est très complet quand on le regarde. Est-ce que vous pensez que justement, il y a une profusion de choses qui sont sorties là ces dernières années? Est-ce que maintenant on va vers une convergence? On va vers les entreprises qui vont dire, bon, à un moment, je ne peux plus utiliser 40, 50 outils différents. Les outils vont travailler beaucoup mieux ensemble. Comment ça va se passer? C'est effectivement notre conviction et on a cette spécificité, cet aspect différenciant chez Talkspirit d'amener sur la même plateforme en fait à la fois le partage d'informations avec le fil d'actualité, mais aussi le travail collaboratif avec le chat, la visioconférence, le partage documentaire, la coédition. Donc nous devenons une véritable alternative en fait à ce que sont les grandes offres du marché. Notre deuxième conviction, c'est qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour des solutions européennes parce qu'on prend conscience qu'effectivement il est important de développer des alternatives dans la durée à ce que peuvent être les grandes autres offres du marché. Non, juste d'un mot pour des raisons économiques, parce que le processus se fait en Europe, ou pour des raisons d'espionnage industriel et de risque de... À la fois pour des raisons, je dirais, de RGPD, bien sûr. Mais aussi pour des questions, en fait, purement, je dirais, d'innovation, de diversité. La diversité, c'est important. C'est parce qu'il y a de la diversité qu'il y a de l'innovation. On ne peut pas imaginer vivre demain dans un monde où l'intégralité des technologies soit fournie par soit la Chine, soit les États-Unis. Philippe Pinault, vous aviez un livre à vos côtés oui, absolument. Je voulais remontrer en fait. Allez-y, montrez le nom. Un livre que j'ai coécrit avec Olivier Tranois et Luc Breton, alors qui traite en fait des sujets de montez-le un petit peu comme Ardisson, de nouvelles générations, où il est effectivement question de communication interne, de transparence dans ces entreprises qui veulent mettre en œuvre des modes de management différents. Et donc voilà, je suis pour vous l'offrir. Vous m'avez fait peur. Je me dis, mais vous êtes venu avec ce livre, on ne l'a pas vu. L'entreprise Nouvelle Génération. Merci à Philippe Pinault. Vous êtes le CEO et le fondateur de Talkspirit. Puis merci à Jérémy Clédal, fondateur de Société Française, on a bien entendu le message. Et puis Jérémy Clédal, le fondateur de Welcome to the Jungle, avec cette séquence sur l'intelligence, les réseaux, le travailler ensemble dans l'entreprise. La suite de nos programmes, vous allez voir, alors on quitte un peu l'entreprise, mais c'est très lié. On parle des retraites. Comment calculer sa retraite? Comment bien préparer une retraite? C'est un vrai sujet. C'est un casse-tête. On la découvre souvent le jour où on prend sa retraite et on se dit, oh là là, que c'est compliqué. On en parle avec des experts, avec des questions, vous allez voir, mode d'emploi. Restez avec nous, c'est juste après cette courte page de pub. Notre débat quotidien avec un sujet, à la fois un sujet politique, un sujet d'actualité, puis un sujet du quotidien pour des millions de Français, parce que tous vont y passer un jour, c'est la retraite bien entendu, après une carrière hachée, longue, sans interruption. C'est des sujets souvent un peu compliqués, des paperasses, des papiers qu'on ne comprend pas très bien, AGIRC, ARCO, trimestre, décote, bonus, malus, bref, des questions souvent un peu complexes qu'on découvre souvent vers la fin, parce que pendant 30 ans, on regarde pas, et puis un jour on se dit tiens, je vais partir à la retraite et je sais pas combien je vais toucher, je sais pas combien j'ai cotisé. On fait le point avec nos experts. Mathieu Chauvin, bonjour. Bonjour. Président d'ERES. Alors ERES, ça fait 15 ans qu'elle fait de la gestion en assurance, conseil en gestion et en épargne. Vous accompagnez des clients pour qu'ils puissent constituer une retraite. Je pense aux chefs d'entreprise, je pense aux commerçants, je pense à eux qui traversent une situation de crise économique extrêmement forte. Souvent ils font leur retraite, comme on dit, avec le fonds de commerce et avec ce qu'ils ont pu épargner. C'est souvent compliqué, d'autant si les fonds de commerce, évidemment, se vendent moins cher. Je vous présente votre autre invitée, elle est en visio avec nous, Françoise Klenbauer. Bonsoir. Enfin, plutôt bonjour d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, on est le matin. On est le matin, oui. Oui, présidente de France Retraite. Vous êtes une experte, votre structure est expert en formation et conseil retraite, société privée, faut le rappeler, justement sur cette fameuse retraite obligatoire, parce qu'il y a évidemment, pour compliquer un peu les choses, la retraite complémentaire qui vient s'associer au tronc de cette retraite obligatoire. D'abord, juste d'un mot, parce que j'ai plein de questions à vous poser qu'on va voir s'afficher. Commençons peut-être par vous, Françoise, puisque je suis avec vous, puis Mathieu pourra prolonger. Vous reconnaissez que la retraite, c'est quand même extrêmement compliqué pour un salarié, je dirais, de base, ou un cadre de base, qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé ses enfants, qui a vécu sa vie. C'est un casse-tête.
Oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est un casse-tête, mais c'est aussi très français cette façon d'appréhender la retraite, parce que la retraite, on a du mal à s'y intéresser et à s'informer en temps utile. Donc, arrive un moment où effectivement, on se fait rattraper par la réalité, et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression que tout est complexe. Et qu'on est devant un mur infranchissable. Qu'est-ce que vous disent vos clients, Mathieu, parce qu'ils viennent vous voir, parce qu'ils vous disent, dites-moi combien je vais toucher à mon départ, c'est ça qu'ils vous disent très concrètement? Les clients arrivent avec une petite idée que ce qu'ils vont toucher à leur départ sera d'un montant assez modique, et ils viennent plutôt nous voir pour essayer d'améliorer ça avec des systèmes de retraite supplémentaires par capitalisation. Complémentaires par capitalisation? Supplémentaires par capitalisation. C'est un gros mot, ça, vous savez. Absolument, c'est un gros mot, le capital, mais aujourd'hui, la retraite, c'est un vrai sujet pour tous les Français, au-delà de ce que nous servent aujourd'hui les mécanismes de retraite obligatoires ou complémentaires obligatoires. Il faut constituer ce troisième pilier qui est la retraite par capitalisation, et c'est là que RS intervient. Donc, capitalisation pour ceux, évidemment, précisons, qui en ont les moyens, chefs d'entreprise, commerçants, professions libérales, qui peuvent capitaliser. On voit que les Français ont beaucoup épargné, on y reviendra, mais finalement assez peu pour leur retraite. Ils ont épargné sur des livrets, avec une disponibilité de leur trésorerie, mais pas pour développer une trésorerie retraite. Première question, attention, alors c'est pas un jeu, il n'y a rien à gagner à la fin de notre émission, je vous le dis. Je suis cadre du privé, à quel moment puis-je partir légalement à la retraite? Françoise Klenbauer, dites-nous concrètement, c'est une question simple mais très complexe? Elle peut être complexe, parce que lorsque vous dites une phrase « je suis cadre du privé, quand est-ce que je peux partir à la retraite ?» Peut-être que vous êtes cadre du privé aujourd'hui, mais que vous avez pu avoir une autre carrière avant, vous étiez peut-être TNS, vous avez pu avoir différentes périodes dans votre vie, vous avez peut-être effectué votre carrière en France ou à l'étranger. Donc il y a plein de questions qui vont naître de cette simple affirmation, je suis cadre du privé. Mais globalement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui en France, dans les régimes de retraite obligatoires, il y a des conditions d'âge et de durée d'activité. Et il y a un âge minimum pour partir en retraite, et il y a une durée d'activité qui va conditionner le fait que l'on parte avec des cotes ou non, les gros mots que vous avez évoqués tout à l'heure, avec des cotes, avec surcotes, selon la durée d'activité que vous avez eue et la manière dont vous avez effectué cette activité, vous allez avoir une retraite pleine ou pas pleine. Donc il n'y a pas un âge pour partir, il y a un âge minimum pour partir. Lequel c'est quoi l'âge minimum? Aujourd'hui, l'âge légal est 62 ans dans les régimes privés, dans les régimes du privé, c'est 62 ans, mais on peut partir de manière dérogatoire avant. Pour carrière longue, pour handicap, pour pénibilité, on peut avoir des cas dérogatoires pour partir avant 62 ans. Et dans le public, c'est ça dépend également si on est service actif ou sédentaire. Donc à chaque fois, vous voyez à quel point notre régime est complexe, et voilà pourquoi tout le monde est si noir. C'est que selon le statut, il ne suffit pas de dire public, ça ne suffit pas. Il y a encore des subdivisions à avoir à l'intérieur. Donc, et c'est ça la réforme des retraites qui était envisagée, elle visait, si jamais elle revient sur un régime unique, devant de la scène, d'avoir un régime unique pour simplifier cette lisibilité. Avec tous ces régimes spéciaux, plein de régimes qu'on a commencé d'ailleurs à rassembler petit à petit, même si tout n'est pas réglé. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Vous allez découvrir l'AGIRC et l'ARCO. Mathieu Chauvin, l'âge légal de départ, je suis cadre dans le privé. C'est compliqué parce que ça me fait penser au sketch, ça dépend de la taille du canon, de la chaleur de l'obus. Enfin, il y a une multitude de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce que vous leur répondez à vos clients? Vous ne pourrez pas partir avant 62 ans, ça c'est légal. Voilà, on part sur les bases légales. Après, il faut, comme on l'entend là, faire des analyses détaillées au niveau de chaque. Vous l'avez vu le film Mammouth avec Gérard Depardieu, où il fait le tour de France pour récupérer toutes ses fiches de paye. Mais c'est incroyable ce film. C'est absolument compliqué, donc il faut être accompagné pour effectivement se faire aider dans l'appréciation de cet enjeu que représentera son revenu complémentaire de retraité. Nous, on veut une émission pratique, se faire aider. J'imagine qu'IRES ne va pas aller faire le tour de France pour passer des coups de téléphone pour savoir si le monsieur était mécanicien dans le Gers, s'il a été pilote d'avion. Comment on fait là concrètement? Là concrètement, vous avez France Retraite qui fait cette prestation et qui va vous faire cette analyse de bilan retraite individuel, et c'est ce bilan retraite individuel qu'il faut aller chercher pour regarder la reconstruction de la carrière et apprécier les enjeux sur cette retraite obligatoire. Françoise, Mammouth, ça vous a évidemment un film qui vous a alerté, puisque c'est un film avec Gérard Depardieu sur une grosse moto.
Boulot, c'est un Tour de France, film assez incroyable, Tour de France. où il va chercher tous ses bulletins de paie. Ça, c'est votre boulot? C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « j'ai eu 25 employeurs pendant ma carrière, 42 ans, 40 ans », comment on fait? Alors, globalement, c'est pas vraiment aller chercher tous les bulletins parce qu'il y a quand même déjà un relevé individuel de situation qu'on peut récupérer auprès de la caisse de retraite. Et nous, notre boulot, c'est de regarder si ce relevé est juste et exhaustif. Donc, c'est de contrôler ce relevé. Il peut être juste, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher les bulletins de salaire un peu partout. Par contre, là où il y a des anomalies, des erreurs, on va rechercher ce bulletin de salaire, effectivement. Ça peut être un bulletin de salaire, ça peut être une attestation de chômage, ça peut être des indemnités journalières, enfin, il peut y avoir plein de choses qui sont mal remontées dans le relevé de carrière et qui peuvent induire à une date de départ qui n'est pas celle que l'on pense. On peut récupérer des trimestres parce qu'on a été à l'étranger, par exemple, ces trimestres. Voilà, un étudiant, par exemple, beaucoup d'étudiants aujourd'hui vont faire une partie de la fin de leurs études à l'étranger. Selon le statut qu'ils vont avoir, ils peuvent avoir droit à des trimestres. Ceux-là, ils peuvent ne pas remonter dans le relevé. Il fallait les chercher. C'est une des questions qui était posée sur la récupération des trimestres. Mettons-la tout de suite si vous le voulez, puisque vous nous lancez le sujet. Il y a d'autres questions. Les trimestres, on les rachète pas? Je demande à Mathieu, côté RS, et puis préparez votre réponse. Vous l'avez déjà, Françoise, mais vous conseillez à vos clients de faire des rachats de trimestres. Je suis allé voir le barème tout à l'heure, là. Donc c'est en fonction, évidemment, des niveaux de revenus, les indexations au niveau de salaire par rapport au plafond Sécu. Alors plus de 41 000 euros, moins de 41 000 euros. Ça, c'est un conseil que vous donnez à vos clients, au-delà de capitaliser et pour faire vivre, en fait, un capital. Vous leur dites, rachetez des trimestres, n'hésitez pas? Ça, c'est le bilan qui résulte, c'est le conseil qui résulte du bilan retraite, généralement du bilan retraite individuel. Et là, ça va dépendre de l'âge. On a plutôt tendance à orienter les clients pour leur expliquer que c'est des décisions qu'il faut prendre à l'orée du départ en retraite plutôt que d'anticiper trop sur ce rachat de trimestre. Donc, il faut essayer de garder un petit peu la tête froide sur ce sujet-là, pas se précipiter, faire ce bilan et regarder si c'est intéressant dans son cas personnel de faire ce rachat de trimestre. Françoise, vous faisiez le débat évidemment en visio, c'est intéressant. Vous êtes d'accord? Le montant global moyen d'un trimestre, c'est combien? Et combien on peut en racheter? On peut en racheter jusqu'à 12. Le montant moyen, ça dépend effectivement du revenu, ce que vous disiez. Ça peut aller jusqu'à 6 000 euros à peu près, l'ordre de grandeur. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. C'est le point principal, c'est être sûr qu'on en a vraiment besoin compte tenu de l'horizon de départ que l'on a. Acheter un trimestre, ça veut dire que l'on veut partir de manière anticipée. On veut rapprocher sa date de départ. Si on rachète des trimestres, c'est parce que la carrière n'était pas complète et au lieu d'avoir une décote, au lieu d'avoir une minoration de sa retraite, on rachète des trimestres. Mais le poids, pour décider ou non de racheter, il faut être sûr qu'on a besoin de les racheter compte tenu de la date à laquelle on souhaite vraiment partir en retraite. Donc ça, effectivement, il faut le faire. Il ne faut pas le faire à 50 ans, il faut le faire lorsqu'on en a son horizon de départ. C'est ça, donc c'est un calcul que vous faites aussi, j'imagine, chez France Retraite. Bien sûr. Pour dire, attendez, on arbitre. Et de regarder aussi le retour sur investissement, de regarder, compte tenu des exonérations fiscales auxquelles on peut prétendre également, de mesurer aussi si ça vaut le coup ou non, compte tenu de la situation personnelle, de la carrière et de l'échéance de départ que l'on souhaite avoir. Alors, on a une autre question qui est très liée, et c'est intéressant parce que c'est la situation des femmes dans les carrières souvent hachées. Je commence par vous parce que c'est un sujet, j'imagine, qui vous préoccupe chez France Retraite. Le fait d'avoir eu des enfants. Je suis une femme, je suis cadre, c'est une typologie assez classique. J'ai eu 2 enfants. Quelle incidence ça a sur ma retraite? Alors, effectivement, aujourd'hui, si on est dans le privé, on a pour les femmes une majoration de la durée d'assurance. Donc en gros, quand on cotise, on acquiert des trimestres, mais on acquiert aussi des trimestres de différentes manières, autrement qu'en cotisant. Et notamment, on a des trimestres gratuits qui sont attribués aux mères de famille et qui sont de 8 trimestres par enfant, 4 au titre de la maternité et 4 potentiellement au titre de l'éducation, sachant que depuis 2010, le 2e parent peut prétendre également à ces 4 trimestres d'éducation. Le 2e parent, donc c'est-à-dire le papa.
Ça peut être le papa, ça pourrait être la maman. La deuxième, si c'est un couple homosexuel, ça peut être le deuxième parent. Le deuxième parent, évidemment, c'est la nouvelle terminologie utilisée. Sur ces questions, Mathieu Chauvin, quand vous accompagnez un client, vous le disiez tout à l'heure du bout des lèvres, c'est qu'en fait, il s'est aperçu, après un certain nombre de calculs, d'études, peut-être avec France Retraite, qu'en fait, il ne s'attendait pas du tout à avoir ça à la fin. Il a travaillé, il a gagné 4 000, 5 000, il a eu l'impression qu'il allait avoir une belle retraite, puis il s'aperçoit à la fin qu'il n'y a rien. C'est ça l'inquiétude de vos clients ? C'est sûr que le système tel qu'il existe depuis tant d'années a créé une croyance dans l'esprit collectif que cette retraite par répartition allait constituer l'essentiel, notre revenu de remplacement intégral de demain. Or, c'est bien souvent faux et c'est de moins en moins vrai et c'est de plus en plus déprécié. Et donc, là où il y a des arbitrages à faire, on l'entend à l'aube du départ en retraite, il y a d'autres décisions qu'il faut prendre bien avant. Lesquelles, par exemple ? Et celui de commencer à se constituer un capital pour compléter ses revenus des régimes obligatoires. Donc en fait, vous cassez le mythe. Vous cassez le vase là. Vous dites, attendez, arrêtez de croire que vous aurez une très grosse retraite. Commencez déjà à capitaliser très jeune, très tôt, très vite. Puisque là, vous parlez à des cadres actifs là. Parce qu'un cadre actif, en moyenne, il y a plein de situations, bien sûr, encore une fois, qu'il faut évoquer, mais le remplacement de son dernier salaire d'activité par les régimes obligatoires va être de 38%. Autrement dit, au lendemain où il va partir en retraite, les régimes obligatoires et complémentaires obligatoires vont lui remplacer son dernier salaire d'activité à hauteur de 38%. De son net ou de son brut ? De son brut. Il va y avoir un petit trou dans la trésorerie du foyer, même si à la retraite on a des besoins qui sont moins importants parce qu'on a moins de personnes à charge peut-être dans le foyer. Mais toujours est-il que dans bien des cas aujourd'hui, les enfants on continue de financer leurs études et on continue de les accompagner dans leur installation assez tardivement et de plus en plus tardivement. D'où cette grogne des retraités pour certains d'entre eux pendant les Gilets jaunes, on les a entendus. Qui se sont exprimés sur leur niveau de pension. D'où l'importance d'anticiper jeune et ne pas attendre le dernier moment. C'est ce que dit Mathieu Chauvin. Le vrai sujet, c'est de commencer le plus tôt possible à capitaliser pour sa retraite dans des proportions raisonnables pour pas que ce soit trop compliqué à soutenir. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser beaucoup plus tôt qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est ça. Donc, dès sa période d'activité, il faut commencer à dégager du capital. On y reviendra sur les outils parce que vous avez quand même quelques outils à nous proposer. On va commencer par de gros mots, voire finir par de gros mots. C'est vous, Françoise, qui avez amorcé ce sujet. Qu'est-ce que la décote et le bonus-malus, Françoise ? Alors, la décote, Non, mais en fait, vous êtes optimiste, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est simplement qu'on a peur de s'y intéresser. D'accord. Mais la décote, c'est tout simplement, on nous demande d'avoir une carrière qui a une certaine durée. Si on n'a pas eu tous les trimestres qui sont demandés selon son année de naissance, si on n'a pas tous les trimestres, on aura une diminution de sa pension, une décote de sa pension, donc un coefficient qui viendra minorer sa pension. La décote, c'est un coefficient qui est appliqué au calcul des droits pour prendre en compte le fait qu'on n'a pas eu tous les trimestres qui étaient demandés en fonction de son année de naissance. D'accord. Juste d'un mot là pour revenir à l'actualité. Vous avez vu, je bascule entre des questions très techniques et l'actualité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont aux études ou qui entrent sur le marché du travail, quand on les entend, ils vous disent, de toute façon, moi, pour la retraite, j'y crois pas, j'en aurai pas. Oui, c'est vrai que ça. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression de l'entendre depuis très longtemps. Donc, on peut se dire qu'effectivement, je suis plutôt d'accord avec Mathieu de dire que les niveaux de retraite ne seront certainement pas dans l'avenir ce qu'ils ont été par le passé. Maintenant, la retraite, c'est quelque chose qui participe à la société en général. C'est une vision. La retraite fait partie de certains. D'une partie de ce qu'est la société française. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de retraite, mais que la retraite obligatoire, la retraite qui nous sera servie par les régimes obligatoires, qu'elle ne soit pas suffisante pour mener la vie que l'on souhaite à la retraite, certainement. Dire qu'il n'y aura pas de retraite, je ne pense pas. Ça fait participe. C'est comme de dire on n'aura plus de régime de santé, qu'on n'aurait plus de protection santé. Oui. La question est mal posée. C'est quel niveau aurez-vous quel niveau de rémunération vous aurez à la retraite ? C'est plutôt comme ça que vous posez la question. Je pense qu'il y a le niveau de rémunération qu'on aura à la retraite et la deuxième chose qui est tout aussi importante et qu'aujourd'hui on occulte un peu, c'est que se projeter sur ce que sera ses revenus à la retraite, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à quelles seront ses dépenses lorsqu'on
lorsqu'on sera à la retraite. Demain, on va avoir un système de santé qui va exploser. Les dépenses de santé, il faut savoir que le coût de la santé est multiplié par 3 entre le début et la fin de la retraite. Aujourd'hui, on ne le sent pas forcément parce qu'on a encore un système de protection sociale qui prend en charge cette évolution mais vous êtes inquiète. du poids de la santé. Mais je pense que la vraie inquiétude que l'on devrait avoir, c'est celle-ci. C'est la santé, la dépendance. Comment est-ce qu'on va financer les vieux jours qui vont nécessairement rendre obligatoire la constitution de ce capital qui permettra d'avoir la vie que l'on souhaite, pas simplement pour compléter les niveaux de retraite mais pour pouvoir se soigner. Mais pour pouvoir vivre. La retraite aujourd'hui, ça dure 25 ans. Ces 25 dernières années, c'est long. Et il faut beaucoup d'argent pour financer ces 25 dernières années. Vous faites référence évidemment à tous ces établissements qui coûtent cher, notamment dans des EHPAD, dans les établissements privés, où effectivement on est pris en charge, accueilli avec des équipes médicales. Ça a un coût et toutes les familles ne peuvent pas se permettre de pouvoir... Donc vous êtes d'accord sur un point. Le bonus-malus, Mathieu, c'est intéressant parce que ça c'est un élément assez récent dans les réformes de retraite qui se sont empilées. Ça c'est un collaborateur qui dit, moi je veux partir à la date légale, c'est-à-dire j'ai mon nombre d'années, et je pars à 62 ans, Mathieu. Si il part à cette date, on lui impose un bonus-malus, en l'occurrence, dans son cas, un malus. Pourquoi ? Parce qu'il aura, au regard de son âge et du moment où il décide de partir et de sa durée donc de cotisation, l'équilibre du régime de retraite définit qu'il faut effectivement, pour rééquilibrer les régimes, un petit effort. Faire un effort à ces gens-là. Et donc, c'est encore une fois ce système d'entraide intergénérationnelle que défend le régime par répartition qui prévaut dans cette équation. Donc, Françoise, il y a un effet de surchauffe mécanique au-delà de toutes les manifestations, de tous les débats politiques qui agitent l'actualité régulièrement. Alors, ça c'est un peu dissipé, mais là, il y a quelques jours, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait impérativement faire cette réforme. Il a remis la réforme sur l'établi. Concrètement, il va falloir travailler plus, François, si j'entends vos logiques, dans la notion de répartition et d'intergénérationnel. C'est inéluctable. C'est peut-être travailler plus, c'est peut-être travailler autrement aussi. Globalement, il y a un dispositif, nous, sur France Retraite, on essaie toujours de mettre en avant, c'est le dispositif de retraite progressive. Parce que je pense qu'aujourd'hui, décemment, il est compliqué de se dire que quelqu'un va pouvoir, jusqu'à un âge avancé, 66, 67, 68 ans, on entend plein de choses, continuer à travailler comme quelqu'un qui a 20, 30 ou 40 ans. Clairement, travailler 100% de son temps à un âge avancé risque dans beaucoup de professions d'être impossible. Donc, sans doute qu'il faut envisager une autre manière de travailler, sans doute, et pourquoi pas aller davantage vers un dispositif qui existe, qui est la retraite progressive, et nous en sommes vraiment des défendeurs auprès des entreprises et des collaborateurs. C'est ce qui permet à une personne, sur sa fin de carrière, d'être pour partie en retraite et pour partie en activité. Donc on est à temps partiel en activité et on perçoit une partie de sa retraite. C'est ça que je voulais vous demander. Voilà, on perçoit une partie ou la retraite intégrale? Non, elle est défalquée au prorata. Non, si on travaille à 80%, on perçoit 20% de sa retraite. Si on travaille à mi-temps, on reçoit 50% de sa retraite. Excusez-moi, pour être un peu technique, le travail partiel effectué dans une entreprise, c'est de la cotisation à fond perdu. Là, on cotise à fond perdu pour la retraite. Pas du tout. Non. Dans la retraite progressive, on ne cotise pas à fond perdu. On est comme un salarié à temps partiel. Si on travaille à 50%, on cotise sur 50% et on acquiert des droits en proportion de son temps travaillé. Donc ça veut dire on peut même décider de travailler, de cotiser sur un base temps plein. Temps plein, ça veut dire que la personne améliore son niveau de rémunération à la retraite. Bien sûr. Garde le même niveau de rémunération que si elle avait travaillé à temps plein. Mathieu, on est sur une formule, ça a souvent été repris dans l'actualité, le Conseil national de la résistance, l'idée qu'on se répartit, qu'on est solidaires les uns des autres. Le système est en déficit, on n'en voit pas le bout d'ailleurs de la fin de ce déficit. On parlait de 2025, puis c'est repoussé régulièrement. Déficit chronique. Vous preniez au début de l'émission la capitalisation. Quels sont les outils possibles pour capitaliser et pour avoir la possibilité
à son départ de pouvoir toucher son argent. C'est quoi les outils sur la table ? Alors, les outils sur la table sont assez nombreux. Si on parle de l'épargne au sens large, chez un salarié, elle se constitue à plusieurs niveaux. Elle peut se constituer dans le cadre de son entreprise, puisque de plus en plus les entreprises mettent à disposition des outils. Non, ce sont des plans d'épargne retraite collectifs ou obligatoires, des ex-PERCO. Alors la loi Pacte a un peu transformé et révolutionné cet environnement de l'épargne retraite, mais dans l'entreprise, il existe déjà énormément de dispositifs. Il reste à aller se renseigner auprès de son employeur, vérifier quels sont les dispositifs de retraite supplémentaires que l'employeur nous met à disposition, comment l'employeur nous aide dans l'alimentation de ces produits d'épargne retraite. Est-ce qu'il nous donne un abondement? Est-ce qu'il nous verse une cotisation obligatoire sur ce régime de retraite? Et ça constitue finalement un premier socle de base avec une aide généralement assez massive des employeurs dans cette configuration. Côté entreprise. Et moi, si à titre personnel, comment je fais? Et moi, à titre personnel, si je veux compléter tout ça, alors je peux utiliser le dispositif de l'entreprise pour aller faire des versements. Je l'abonde, d'accord. Je l'abonde moi-même et je vais récupérer de cet effort d'épargne personnelle un avantage fiscal, puisque je vais pouvoir déduire de mon revenu imposable le montant que j'ai épargné dans cette enveloppe d'épargne retraite. Chose que je peux faire également dans un plan d'épargne retraite que j'ai ouvert à titre individuel auprès de mon banquier, auprès de mon assureur, de mon conseiller en gestion de patrimoine, de mon courtier. Et qui permettent de pouvoir disposer seulement au moment du départ, on est bien d'accord. C'est de l'argent bloqué, faut le dire. Alors c'est là où la réforme de l'épargne retraite de l'année dernière, elle a un peu changé la donne. Hier, effectivement, quand on faisait de l'épargne retraite, on ne pouvait pas y toucher. On ne pouvait pas y toucher et au moment où on sortait et où on prenait sa retraite, on pouvait récupérer cette épargne sous forme de rente viagère, donc un revenu garanti à vie tous les mois, 1 000 €, 1 500. Et donc il y avait une forme d'effet tunnel et d'aliénation du capital à une compagnie d'assurance. La réforme de l'épargne retraite, elle vient transformer ça. Elle vient dire que désormais, quand on décide de faire de l'épargne retraite, on peut récupérer déjà, quand on prend sa retraite, cette épargne sous forme de rente ou de capital, absolument, librement choisi par l'épargnant en une ou plusieurs fois, de manière unique ou fractionnée. Et donc ça, c'est vraiment à la liberté totale de l'épargnant. Mais là où ça révolutionne un petit peu les choses aussi, c'est bien sûr que l'effet tunnel est cassé, puisqu'on peut sortir avant la retraite pour, par exemple, financer l'achat de sa résidence principale. C'est ce que je voulais dire. Et c'est là où on intéresse des plus jeunes générations, c'est là où on change un peu le prisme de vue et l'angle de vue sur ces produits d'épargne. Ce PERCO était très contraignant, effectivement, et difficile finalement à capter. Et là, c'est du capital qui vit et qui investit. Merci Mathieu Chauvin, président d'ERES, conseil en gestion en épargne. Merci de nous avoir éclairés. Puis merci à Françoise Klenbauer, présidente de France Retraite. Merci de nous avoir éclairés, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Qu'on repousse un peu et qu'on met sous le tapis. C'est important qu'on en parle sur ce plateau. Merci à vous. La suite de nos programmes. Et pour le terminer, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et on reçoit Amélie Favre-Guittet qui va de nouveau nous parler des CV, du recrutement. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Amélie Favre-Guittet dans Fenêtre pour l'emploi, comme chaque mardi, pour décrypter, lever un coin de voile sur le recrutement, les CV. Là, c'est les offres d'emploi. On cherche un boulot et on se dit, mais qu'est-ce c'est illisible, incompréhensible. Là, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de sensibiliser les entreprises à ça, parce que leurs annonces sont franchement très chiantes à lire. Mais des exemples, par exemple, un peu dingues. Alors déjà, c'est le démarrage. Entreprise leader sur son marché, entreprise en plein développement. Oui, on ne va pas recruter si on est en train de couler. Donc en fait, c'est des mots qui servent à rien sur l'annonce. Et c'est pas les vraies informations. Pourquoi l'entreprise recrute? Est-ce que c'est pour remplacer quelqu'un? Est-ce que c'est parce que c'est un recrutement suite à un appel à projet? C'est parce qu'elle veut se lancer à l'international? C'est ça qu'on a envie de lire. Enfin, l'entreprise va évidemment se montrer sous son mauvais profil. Elle va quand même essayer de... si elle veut attirer des talents, elle se dit qu'elle va quand même se montrer sous son meilleur profil. Oui, ou elle va mentir. Chez nous, vous avez le baby-foot. Ouais, super, c'est pour ça que je vais venir chez vous. Ça existe, ça, dans les annonces? Oui, il y a toujours. Les startups se montrent toujours avec des photos de baby-foot et du coup, les PME commencent à copier. Sauf que le candidat, il s'en fout du baby-foot.
C'est pas ça qu'ils recherchent. Comment vous faites, vous, parce que Talent Management, vous les orientez, vous leur dites, attendez, là, sur vos 5 dernières annonces, franchement, c'était bullshit ou c'était pas clair. Vous leur reformatez, vous leur faites des propositions, c'est ça l'idée? Nous, en tant que cabinet de recrutement, quand le client va venir nous voir pour dire qu'il a un recrutement, il nous amène l'annonce. Bah oui. Et puis il me dit, tenez, vous pouvez la publier. Et puis là, je fais, non, je ne vais pas la publier comme ça. Et là, vous avez un échange avec... Oui, alors souvent qui ne plaît pas forcément au RH, qui me dit, attendez, c'est ma fiche de poste, j'en suis fière. Je dis, oui, elle est bien pour l'interne, mais pour l'externe, ça ne vend pas du rêve au candidat, ça ne va pas lui envoyer des paillettes. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu qui est le manager, quel est son caractère, avec qui il va bosser. Et c'est d'arriver à sortir un peu les verres du nez, à la fois du manager, du RH, pour avoir le contexte de l'entreprise, pour arriver à poser les bons mots. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu le cordon ombilical entre les deux mondes, entre celui qui va venir dans l'entreprise et celui qui dépose l'annonce. Ouais. Vous me dites, il ne cherche pas le baby-foot dans une start-up. Il cherche quoi, alors, le collaborateur? Il est sensible à une annonce bien rédigée ou pas? Oui. Plus l'annonce est longue et plus il est sensible. On fait souvent l'apologie des annonces courtes, alors qu'en fait, on veut pouvoir lire quelque chose d'intéressant. Il veut des détails. Oui, il veut des détails. Il veut surtout savoir combien il va être payé. Mais oui. Ça, beaucoup d'annonces oublient d'installer le salaire. C'est selon expérience. Non, tu as forcément prévu une fourchette de salaire. Donc, donne la fourchette au candidat. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est quoi la stratégie du RH ou de l'entreprise quand c'est une PME? C'est de se dire qu'elle peut être grattée un tout petit peu sur le salaire. Donc, il faut le dire un peu directement. Complètement. On va demander du coup l'ancienne fiche de salaire, alors qu'en fait, c'est pas forcément légal. Et que l'ancien job du candidat correspond pas forcément au futur job qu'il va faire. Et donc, on peut jouer sur vous n'avez pas assez d'expérience, vous nous intéressez, donc mais je vais vous payer un peu moins. Faites un petit effort. Ça ne va pas plaire quand vous avez ces échanges avec les non, les ça RH. leur plaît pas. Non, parce qu'il va pas aimer ça. Non, parce que moi, j'essaye d'avoir un maximum d'informations. Moi, tous mes clients, je leur dis, si vous me donnez pas le salaire, je prends pas votre annonce. Donc, je prends pas le job. Et donc, ça veut dire qu'après, vous la reformatez vous-même avec vos mots, vous leur resoumettez cette annonce. Je la fais toujours valider par le client. Et une fois que c'est validé, je commence à la diffuser sur les réseaux sociaux, sur quelques job boards à la rigueur, mais surtout sur notre site pour attirer des candidats. Et à ce moment-là, c'est à vous ensuite commencer à sélectionner d'abord à trier. Mais au moins, les candidats ont l'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me dire votre candidat, il est trop vieux, il va me coûter trop cher. Je dis non, parce qu'il sait combien il va être payé. Pour terminer, ça crée aussi un malentendu dans l'entretien. Quand on arrive à franchir l'étape du recrutement papier, dans l'entretien, c'est flou quand on n'a pas le prix. Moi, j'ai on surtout... s'angoisse, on se dit, mais c'est combien? Sur la partie coaching, j'ai eu des candidats Mathieu Chauvin, mais vous l'avez vécu peut-être? Bien sûr, mais c'est des situations d'employeurs ou de postulants qui sont fréquentes. Et c'est vrai qu'il y a des hiatus qui sont créés dans les entreprises. Oui, ça crée quand même un petit moment de tension. On se dit, mais on parle le candidat est jamais à l'aise pour parler argent, alors qu'en fait, ça fait partie de la négociation et c'est normal. On ne vient pas faire du bénévolat. Donc c'est normal d'être payé par rapport à son expérience et son expertise et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et beaucoup de candidats découvrent leur salaire le jour où ils signent leur contrat de travail. C'est-à-dire qu'ils n'osent même pas poser la question en entretien. Incroyable. C'est juste ouf. C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'aperçoit en fait que il avait rêvé de temps, finalement il attend, il n'ose pas trop revenir voir le DRH, il est content, il a un travail. Ou le RH a donné un salaire, le manager en a donné un autre, et du coup il va découvrir le vrai salaire sur la fiche de poste. Ah oui, donc c'est un petit peu c'est la roue de la fortune, quoi. Ouais. On fait tourner la roue. C'est très intéressant et soyez vigilants. Tournez-vous vers Talent Management si vous avez besoin d'avoir des annonces un peu structurées du côté d'Amélie Favre-Guittet. Si vous me trouvez, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Vous allez me trouver. J'adore cette phrase. On la trouve sur votre LinkedIn. Ouais. On dit comme ça, LinkedIn. LinkedIn. J'ai mal dit. Et voilà, ça fait toujours rire, évidemment, même en régie, c'est terrible. Merci à Mathieu Chauvin de m'avoir accompagné pour terminer l'émission. Merci à Amélie Favre-Guittet de nous avoir éclairé sur ses conseils pratiques. Merci à Fanny Griesmer, que j'ai beaucoup fait rire aujourd'hui. Puis merci aux équipes techniques qui m'accompagnent tous les jours. Je serai là demain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Portez-vous bien. Bye bye.